Bonjour et bienvenue sur BAM, Belgian Alternative Media. Aujourd'hui, nous recevons Michel de Kemeter, professeur affilié au Vesalius College, la business school de la VUB, où vous enseignez la transition économique systémique. On vous voit aussi sur LN24 comme chroniqueur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mon travail, c'est étudier la transition économique, mais basé sur quelques principes qui sont, un, le développement de la puissance humaine, évidemment, on ne fera rien sans un humain mis en puissance, et la systémique et l'intelligence de la complexité, parce que nous entrons dans une époque hyper complexe, et donc on amène des nouvelles clés de transition. Et donc, à cet effet, nous avons un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion qui est aujourd'hui mondial, qui s'appelle Club of Brussels, basé sur l'intelligence de la complexité et de la systémique, en collaboration avec un Living Lab qu'on appelle, c'est un espèce de, on va dire comme un start-up lab, un incubateur, maintenant international, qui s'appelle Extrapreneur. Et donc on teste en temps réel nos idées sur le terrain, et ce qu'on apprend sur le terrain vient enrichir nos idées et nos théories. Peut-être qu'on ne comprend pas, vous ne comprenez pas encore pourquoi nous avons invité Michel de Kemeter. Alors peut-être, quel constat faites-vous aujourd'hui de la société? Alors nous sommes aujourd'hui dans un échec à plusieurs niveaux. D'abord un échec, j'ai envie de dire d'abord pour moi le principal c'est l'humain. Aujourd'hui il y a plus que 50% de la population qui est dans le rouge au niveau psychologique et mental. Alors rien que ce chiffre-là, ce sont des chiffres tout à fait officiels, c'était 30% avant le Covid-19, maintenant on a dépassé les 50%. On se demande d'ailleurs ce qu'on va relancer avec une population qui est dans l'angoisse, dans la peur et dans le rouge, hein. Au niveau de la santé physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, psychologique, c'est un échec tragique. Alors également, nous consommons 2 planètes par an. Et nous avons fait le plus de dégâts à la planète depuis Kyoto en 1992. Donc à se demander ce qu'on a appris en 30 ans, grosso modo rien, il n'y a rien qu'à changer. Et comme on est parti, rien ne va changer. Et donc nous sommes déjà dans le mur, il n'est pas midi moins 5, il est 16h30, le coucher de soleil est là. Donc il n'est pas midi moins 5, d'accord ? Et la troisième chose, c'est que l'économie également est en échec. Donc nous sommes en fait victimes de notre propre modèle économique extractif avec une exclusion à tous les niveaux. Donc cet échec multiple, avec un échec annoncé également des plans de relance qui sont des plans politiques, de choses qu'ils auraient déjà dû faire, on va dire le politique aurait déjà dû faire depuis 5, 10, 15 ans. Tout ça est présiphonné, on voit les ficelles derrière, même s'il y a des choses intéressantes qui vont être faites, et des choses, voilà, c'est pas comme si l'argent sera gaspillé, mais en tout cas, il n'y aura pas le levier attendu. Le Green Deal, quand on fait un rétro-planning, il n'y a pas de rétro-planning d'ailleurs, mais le Green Deal européen, quand on voit le coût de la transition, il n'est pas du tout à la hauteur, il n'y a pas de rétro-planning qui a été fait, donc on sent déjà l'échec. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui, et surtout nous voyons une population qui est en angoisse continue et collective, et en manipulation, j'ai envie de dire même de pair à pair, c'est presque de la manipulation de pair à pair, pas besoin de complot, hein. Donc ça c'est le constat aujourd'hui, et quelque part, maintenant, bon, on va parler de bonnes nouvelles aussi, parce que il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'émerger. Quelque part, nous sommes aujourd'hui obligés à renaître à nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'organisation et en tant qu'État souverain. Voilà, donc mais ça c'est le début d'une aventure, c'est la fin d'une aventure et le début d'une nouvelle aventure. Voilà. Ok, mais pour l'instant, oui, vous dépeignez un tableau assez pessimiste, assez noir de la situation. Est-ce que, et vous avez parlé d'angoisse, de peur, est-ce que vous sentez la manipulation? Vous avez parlé de manipulation aussi. Alors c'est intéressant parce que Noam Chomsky nous a précédés et a étudié ça, a étudié des recettes qui sont finalement très très anciennes, hein, comment contrôler la population,
comment la rendre et la maintenir en dépendance. La fabrique du consentement, hein, c'est oui, ça. Voilà, donc vous trouverez tout ce que vous voulez sur Internet là-dessus. Et au fond, ça sont, comme je répète, des recettes très anciennes qui sont remises au goût du jour aujourd'hui pour obliger les gens à se faire vacciner, obliger les gens à marcher dans les rangs, à les garder bien chez eux, surtout qu'ils ne descendent pas dans les rues. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette angoisse collective permet une manipulation finalement de pair à pair. Hein. Peer-to-peer. Peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on se manipule et on s'auto-contrôle. Il y a une espèce de contrôle social aujourd'hui qui est alimenté par cette angoisse. Et donc, cette peur ne fait qu'augmenter et ne fait que pousser chacun qui est attaché finalement à l'extériorité éventuellement rassurante, de moins en moins rassurante. Qu'est-ce qui est rassurant? C'est-à-dire que quand on est en dépendance, en fait c'est le chien qui se mord la queue, pour faire court. Quand on manipule, il faut donner, c'est le fouet et la carotte, il faut donner une carotte. L'ennui, c'est qu'il n'y a plus que le fouet, il n'y a plus de carotte. Il n'y a plus de vision positive et intéressante, il n'y a plus de reward, il n'y a plus de bonus. Si je marche dans les rangs, je vais. On a, pendant des générations, mobilisé nos jeunes à rentrer dans les rangs, devenir des bons petits soldats. Aujourd'hui, c'est fini. Même tu peux faire des études autant que tu as envie, tu n'as aucune garantie. Il n'y a plus de promesses. Il n'y a plus de promesses derrière. Donc, quelque part, c'est le chien qui se mord la queue. Et c'est ça, cet échec, au fond, qui sera salutaire. Donc, on va revenir après aux bonnes nouvelles, hein, je vous rassure, Hugues. Mais il faut aujourd'hui faire ce constat froid et garder cette tête froide et apprendre à discerner qu'est-ce qui est en train de se passer en vrai dans nos vies individuelles, dans nos familles. C'est là que ça commence. La paix sociale commence dans les familles. On ne le dit pas assez. Il y a beaucoup de défis aujourd'hui, intrafamiliales, même intraconjugales. Et puis ça se répercute après sur l'équipe, l'entreprise, la ville, hein, le quartier, la ville, et la société. Fractale, et la société et la terre tout entière. Comment est-ce qu'on peut... Vous avez écrit un article très intéressant sur sortir de la manipulation en 10 points. Est-ce que vous pouvez nous le résumer? Parce que déjà, on voudrait donner des outils. Oui, et donc, je l'ai ici devant moi comme pense-bête. Pour ceux qui veulent, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Oui, on vous donnera le lien. Au fond, c'est 10 clés, hein, des armes silencieuses pour la guerre tranquille. Je vous en donne quelques-unes dans le désordre. Hein. Donc, il y a pour moi la stratégie de la distraction. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux... nous sommes dans un bruit ambiant, dans une espèce de vacarme de communication dont finalement 99% est du non-événement. Il n'y a que 1% qui est pertinent. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On nous inonde d'informations pour nous saturer le cerveau, pour nous éviter d'adresser les vraies questions qui fâchent. Ça, c'est le signal. Voilà. Le bruit et le signal. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que nous, on dit? C'est stop, arrêt sur image, apprendre à discerner, apprendre à percevoir. Donc, il y a d'abord la perception. Apprenez à percevoir. Et ce que vous faites ici, c'est un début de ça, c'est d'oser discerner et oser ouvrir votre radar sur toute la surface. Hein. Et puis, pour voir un peu ce qui est réellement important, intéressant, juste. Et donc, c'est apprendre également à discerner. Et alors, ce discernement, aujourd'hui, il n'est pas mainstream. On ne vous donne pas de grille de discernement sur les médias, on vous donne autre chose. Donc, c'est à nous, chacun de nous, d'apprendre à discerner. Et ça, c'est le gros travail. Il y a apprendre à discerner. Alors, les 12 outils concrets sont sur l'article. Créer des problèmes et puis offrir des solutions. Très ancienne recette, boum, on jette le pavé dans la mare, problème, voilà. Je suis le sauveur, je viens vous apporter une police d'assurance, un truc, un machin, qui vient donner une solution en tout cas apparente au problème. Donc voilà, c'est maladie, solution, vaccin. C'est le truc très bateau, excusez-moi, voilà, c'est comme ça. Même chose, il y a du danger, donc on va vous offrir une solution de sécurité contre ce danger. Eh bien, ici, c'est de dire... Problème, osez aller voir quel est le vrai enjeu du problème, plonger dedans, j'appelle ça la stratégie de l'alchimiste. L'alchimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le plomb en or. Il transforme, excusez-moi le français, la merde en or. C'est ça, transformer le problème en solution. Et c'est ça que nous faisons au jour le jour dans nos incubateurs et dans nos réflexions. Voilà, dans le désordre, ici...
c'est la stratégie du simplisme. Comme on est effectivement saturé, on va nous parler comme à des gosses, comme à des enfants en bas âge, par une espèce de simplisme. Ici, ma stratégie, c'est une stratégie finalement de la maturité. Hein, grow up, quoi. Devenez adulte. Ne prenez pas tout pour argent comptant et osez regarder les choses d'un peu plus loin comme un adulte et pas comme quelqu'un qui prend pour tout pour l'argent comptant. Et donc, ça nous oblige vraiment à... Également, l'émotionnel. Hein, ce choc, ces inondations, c'est terrible, hein, ce qui s'est passé en Ardennes et dans le Condro et tout ça, et dans les cantons. C'est vraiment... Mais quand on rentre dans l'émotionnel, dans cette trame d'émotionnel négatif, ça plombe notre qualité de discernement. L'idée, c'est de rester bien solide, debout sur notre planche de surf pour être capable de surfer sur ces vagues qui s'annoncent. Et donc, on ne fera rien avec des gens qui sont attristés. Non, on fera des choses intéressantes avec des gens qui restent dans leur puissance, dans ces moments difficiles en particulier, sans rentrer dans l'émotionnel collectif négatif. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver justement à avoir ce recul, ce centrage, cet ancrage de tout ce dont vous parlez? Comment est-ce possible avec cette ambiance Eh ben, je crois que c'est vraiment là-dessus que va reposer toute cette transition. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, on étudie vraiment l'humain, le développement humain, le développement de la force et de la puissance de l'humain et de la cohérence et de l'épanouissement de l'humain, de la conscience humaine. C'est très intéressant en fait. Il y a une forme d'ancrage qu'il faut retrouver alors que nous sommes emportés dans les émotions, dans l'intellectuel, c'est-à-dire c'est revenir, se réapproprier notre corps physique, se réapproprier notre ancrage à la terre. Et donc en yoga, en spiritualité, on parle d'ancrage, de racines. C'est comme un arbre finalement qui a perdu le contact avec ses racines. C'est ça qu'on est obligé de faire maintenant. C'est un espèce de vrai pragmatisme, c'est ancré dans son corps physique. 97% du potentiel humain est dans le non-verbal, est dans le corporel. Okay. C'est la première chose à faire. C'est rester calme et de ne pas se laisser emporter par ces vagues des choses. Deuxième chose, c'est connecter en dessous, à la terre, à la mer en fait. Notre mère à tous, oui, c'est la Pachamama, c'est se connecter à la matrice qui est notre corps physique relié à la terre, qui est rempli de ressources, rempli de vitalité, rempli de potentiel et de vie. Il suffit de regarder. Et regarder la mode aujourd'hui, de la permaculture, des jardins abondants. Mais ça, oui, jardinage. Ça fait rêver, évidemment, parce que c'est cette abondance de la terre. Se connecter là. Et ensuite, se connecter à au-dessus, qui est la notion, et ça dépasse malheureusement le scope de la majorité de la population, c'est se reconnecter au bien commun. Avec un grand B, un grand C, c'est-à-dire comment faire progresser le collectif. Nous sommes aujourd'hui en Belgique, et c'est les étrangers qui me le disent, nous sommes dans le pays probablement le plus égoïste de la planète et le plus divisé de la planète. J'ai rediscuté ce week-end avec un homme d'affaires qui a traversé le monde et dit la Belgique, c'est vraiment le pays le plus divisé et à la limite le plus raciste et le plus rigide de la planète. Donc, comment sortir de cet égoïsme ambiant, moi et mes petites fesses, hein, excusez-moi, pour aller vers le collectif, faire progresser le collectif. Et sachant qu'on a, par rapport à ce collectif, grosso modo, 25 grands enjeux, des vagues, qui vont nous tomber dessus dans les 10 prochaines années. Il faut savoir ça, il faut comprendre le contexte. On ne va pas aujourd'hui s'amuser à informer les gens. On sait que le climat change. On sait que la démographie est vieillissante. Nous sommes de plus en plus vieux. On sait qu'il y a un retournement. On connaît tous ces enjeux de la l'épuisement des ressources. Oui, enfin, on ne va pas faire la liste pour ne pas plomber l'ambiance, mais ça fait grosso modo 25 grands enjeux. Ces vagues-là vont aller de plus en plus vite, de plus en plus haut. Le Covid, c'était une vague. C'était un apéro, c'est juste pour... c'était un pour moi, apéritif. c'est juste rien. C'est un apéro, un wake-up call, comme on dit. On dit attention, et en plus, c'est un événement, un tout petit virus invisible qui a touché tous les aspects de nos vies. Tout le système. Ah, c'est pour ça que ça vous intéresse, donc. Voilà, ça a touché tout le système, et qu'est-ce qu'on a fait? Ça a touché toutes les fonctionnalités de notre vie, manger, travailler, vivre, etc., voyager, mais on a essayé de régler ça de façon linéaire.
Ça a créé les catastrophes qu'on voit aujourd'hui à l'œil nu. Donc il faut donner des solutions évidemment systémiques à tout ça. Et les enjeux qui s'annoncent sont également systémiques, parce que tout est relié à tout. Donc il faut absolument monter d'un étage, ce qui va nous permettre de voir tous ces enjeux, déjà de sortir les pieds de la boue, hein, du rez-de-chaussée où l'eau monte, on va dire. C'est même pas symbolique. Hein. Vous ne pensez pas que les dirigeants ont une vision de ces enjeux, une vision systémique? Quels dirigeants? Les gens qui dirigent nos vies. C'est qui dirige nos vies? Les politiciens, les organisations Vous dites internationales. Que les politiciens dirigent nos vies? Tout ce qu'ils font, en tout cas, a des... Ça a un impact sur nos vies. C'est pas eux qui dirigent nos vies. Ils sont là, pas pour les raisons qu'on pense. Ils sont là pour maintenir un système hérité de nos parents en place. Et leur échéance, c'est les prochaines élections. Point barre à la ligne. Effectivement, ceux qui font impactent nos vies. Les autres dirigeants, qui sont les dirigeants de nos entreprises, sont en mode survie. Tout le monde est en mode survie aujourd'hui, Hugues. Tout le monde est en mode j'essaie de garder ma place. Il ne faudrait pas faire ça? C'est-à-dire que le Titanic est en train de couler. Allô? On va garder notre place dans un bateau qui coule? À un moment donné, il faut un tout petit peu se réveiller. Ce wake-up call, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait? On sait aujourd'hui, par toute la théorie des systèmes que vous retrouvez sur Internet, que transformer un système, ça prend 3 à 4 générations. On n'a pas 3 à 4 générations devant nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des bateaux de sauvetage. C'est-à-dire construire petit à petit, on appelle ça dans notre jargon, des îlots de résilience. Et on le voit maintenant, c'est en train d'émerger. C'est amusant parce que qu'on le veuille ou non, c'est en train d'émerger spontanément. Et c'est ça, c'est bonne nouvelle. Il faut se connecter à ces gens qui font un retour à la terre, vont cultiver différemment, vont vivre ensemble différemment dans des éco-villages, dans des communautés, dans des quartiers, même dans les villes, vont commencer à se mettre ensemble et réfléchir ensemble à comment ils veulent vivre demain. Ensemble et en solidarité. C'était pas un peu un style des années 60, ça? Tout à avec fait. les phalanstères, Tout à fait. Les années 60, c'est un avant-goût de ça. Mais il faut rajouter à ça un espèce de nouveau pragmatisme économique, un nouveau pragmatisme de la solidarité qui fait gagner tout le monde, ainsi que la Terre. Donc c'est ça, en fait. Il faut maintenant rajouter à cette espèce de rêve olé olé, quelque chose de plus ancré, de plus pragmatique, c'est-à-dire comment cultiver demain. Alors les modèles aujourd'hui nouveaux d'agriculture, les modèles nouveaux de vie. Je donne un exemple, on est en train de travailler sur plusieurs éco-villages. Des éco-villages où on va vivre dans un peu plus petit, pas du tiny, hein, parce que c'est vraiment trop petit, on va vivre plus petit dans des maisons écologiques autonomes. Autonomes en énergie, autonomes en eau, c'est le plus difficile l'eau, mais l'eau usée est potable. Pratiquement zéro déchet, une partielle autonomie en alimentaire. Il y a moyen d'aller vers une forme de pratiquement autonomie. Et je pense que ça, c'est ces îlots de résilience-là qu'il faut aujourd'hui créer, qui sont en train d'émerger. Et alors, tous ces gens qui se retrouvent avec des boulots qu'ils n'aiment pas, ou alors sans boulot, ou enfin dans les villes, là où il y a la plupart de la population, vous leur demandez d'aller à la campagne, d'aller vivre à la campagne et très bonne question. Faire de la permaculture. Oui, regarde ce qui se passe. C'est pas si fou que ça. Regarde. Depuis le 1er janvier de cette année-ci, 2021, les chiffres montrent qu'environ 40% des gens, ce qui n'était pas du tout le cas il y a un an, 40% des gens sont prêts à changer de job. C'est énorme. Ces chiffres sont des chiffres historiques, c'est du jamais vu. Les gens en ont marre. Alors, moi je discute, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, c'est très gai parce que des stagiaires et tout, qui me disent, je ne vais jamais pouvoir acheter mon propre logement en ville, c'est juste beaucoup trop cher. Je n'ai pas 300, 400, 500 000 euros pour acheter ma propre maison avec mes 1 500 ou 2 000 euros nets. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais repenser la façon dont je vais vivre, je vais acheter à la campagne, dans des éco-villages, on va refaire vivre des petits villages à la campagne, et pour 140 000 euros, je deviens propriétaire, j'ai mon jardin, mon chien, ma famille, et je vais une semaine par mois dans une colocation à Paris ou à Bruxelles ou à Londres pour faire mon travail. Le reste de ça, je fais offline. Et donc nos jeunes sont en train de devenir, par la force des choses, nomades ou semi-nomades.
Ils vont acheter ailleurs. Donc oui, on va complètement faire muter toutes les fonctionnalités de notre société. Et c'est ça qui va faire fonctionner l'équation de demain, pour pouvoir devenir propriétaire de maisons durables, avec un lien vers la nature, etc. etc. Et ça va faire fonctionner. Mais il faut tout changer. On ne change pas que le moteur de la voiture. Il faut changer toute la voiture et la façon de conduire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout, Hugues, se reconnecter à soi-même, à sa puissance, comme je disais, à son ancrage. C'est prendre du temps pour soi, sortir de cette angoisse et cette manipulation d'en haut ou du père à père, peu importe, hein, pour entrer dans quelque part l'amour de soi et l'amour de la vie. Pourquoi? Parce que sans ça, tu n'as pas l'essence, tu n'as pas le jus pour continuer. Et comment on fait pour faire ça? Les gens sont désespérés, les gens sont... L'indice de santé mentale est au plus bas. Comment est-ce qu'on fait? À un moment... On fait du yoga, de la méditation? À un moment donné, il faut arrêter de jouer au plus malin ici. Parce que regardez sur Internet, bien-être, je me retrouve moi-même, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Alors, ou bien on est aveugle et sourd et je ne sais pas quoi, mais il y a tout ce qu'on veut dans ce pays. Alors, ou bien vous ne vous informez pas, ou bien, excusez-moi, mais j'ai des doutes sur vraiment votre santé mentale. Donc, faites ce que vous sentez être juste pour vous-même. Si c'est aller vous promener 2-3 fois par semaine en forêt, respirez. Déjà, rien que ça, c'est intéressant. Ça aide. Si c'est faire du yoga, c'est du yoga. Si c'est faire de la musique, c'est faire de la musique. Si c'est... Il y a 1000 choses à faire. Première étape. Donc, s'occuper de soi. S'occuper de soi. Sans ça, laissez tomber. Si vous voulez aller sur les barricades tout de suite, je ne donne pas cher de votre vie. Donc, deuxième chose, c'est se regrouper avec des pairs, avec des gens qui pensent comme vous, qui veulent vraiment agir maintenant. N'attendez personne, n'attendez ni le politique, ni votre patron, ni personne pour faire des choses. Le monde scientifique qui crie au loup depuis 30 ans, enfin depuis 50 ans, en fait, depuis le Club de Rome, ça fait 50 ans, hein. Mais ils sont où? Ils sont où? Ce monde scientifique qui crie au loup, ils sont où? Allez-vous dans vos quartiers, dans vos communautés, déjà faire des choses concrètes. Et ça peut commencer par le retour à la terre, ça peut commencer par faire un potager, c'est construire, c'est s'expatrier éventuellement. Donc c'est créer du lien à travers des projets communs. À travers des projets concrets. Il y a 101 choses à faire aujourd'hui. C'est s'apprendre des choses, les métiers de demain. On parle de formation, éducation, des métiers en pénurie. Depuis 25 ans, j'entends ça depuis 25 ans. Les métiers en pénurie. Apprenez-vous les métiers de main de pair à pair, ensemble, en communauté, par rapport à vos passions. Déjà, commencez en vous reconnectant. Reconnectez-vous à vos passions. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? C'est vraiment ça, quoi. Et après, parce que je connais beaucoup de gens qui ont quitté des jobs horribles et qui se sont mis finalement à faire leur passion. C'est commencer par ça. Et qui disent, je gagne peut-être moins, mais je suis beaucoup plus heureux. Et voilà, et c'est comme ça qu'on commence. Donc on voit très clairement émerger deux mondes. Un monde, c'est la masse, 99% des gens qui est en train de sombrer sous la peur, sous l'angoisse, et ils ne savent plus comment ils s'appellent même, très grave. Et puis, on va dire 1% de gens, 1, 2, peut-être 2%. Donc au début, je m'étais dit, oui, on est à 10-15%, pas du tout. On est peut-être à 1-2%. Probablement que dans votre équipe, il y en a quelques-uns qui font partie de ces 1%, qui ont choisi pour leur propre vérité, qui ont choisi pour eux-mêmes, qui ont choisi pour la joie, qui ont choisi pour la santé, qui ont choisi pour la vitalité. Et c'est ceux-là qui vont commencer à créer des petits îlots, on appelle ça des petits îlots de résilience, et donc qui vont attirer un maximum de gens qui vont vouloir aller sur ces petits bateaux de sauvetage du Titanic qui va sombrer de toute façon. Donc aujourd'hui, on a les chiffres, on sait qu'on est on va dans le mur, on est déjà bien passé le mur. Donc on sait que ce Titanic va sombrer, on sait qu'en tout cas pour moi la Belgique, je pense, quand je vois un petit peu, va rater ce rendez-vous. L'Europe va rater ce rendez-vous. Mécaniquement, on devient plus petit, plus vieux. Donc la démographie aidant, l'Europe va, comparé à l'Asie et l'Afrique, qui vont augmenter en démographie. Donc il faut vraiment se concentrer sur ces initiatives nouvelles, elles sont partout.
L'avantage, c'est qu'il y en a des milliers, des centaines et des milliers. Ralliez-vous à ces groupes et construisez ce monde que vous voulez vraiment, ce mieux vivre demain. C'est ça, en fait. Mais il faut repenser tout. L'habitat, repenser comment on mange, comment on apprend. Allez, au boulot. Merci beaucoup. C'était une interview de Michel de Quéméter pour BAM, Belgian Alternative Media. Merci et à la prochaine.